Bonjour tout le monde. Je suis trop content d'être là. Ça fait 1 an que je suis pas revenu en même temps, normal. J'ai pas été réinvité entre-temps. Alors, du coup, je voulais remercier le Deauville Green Award pour nous avoir réinvités en tant qu'animateur et jury aussi cette année, mais ça on en parlera après. Je suis content aussi d'être là parce que j'ai des invités de qualité et il y a un truc qui nous accroche, on se ressemble, c'est ce côté de arrêter sa vie d'avant pour en refaire une nouvelle, pour avoir plus de sens. Et c'est de ça qu'on va parler. Comment, du coup, ou la génération Z, je me sens comme une génération Z, voit le futur et comment on va essayer de switcher sur une vie avec plus de sens. Donc, on peut commencer les présentations. Donc, moi, je suis José. J'ai un peu d'ego, tu sais, le gars, il commence. Vas-y, commence, Colline. Colline Balfroy qui est avec moi. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Colline Balfroy. Je suis vidéaste pour le mouvement On est prêt. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici. C'est un mouvement / asso qui a pour but de mobiliser les jeunes autour des enjeux écologiques et sociaux. Je suis également activiste et chanteuse et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Arthur Gosset qui est avec nous aussi, tu vas te présenter. Bonjour à tous, ravi d'être là aussi. Première fois que je viens à Deauville, très cool comme ville. Moi je suis réalisateur, encore amateur je pense. J'ai réalisé un doc qui s'appelle Rupture, qui parle du changement de cap des jeunes diplômés. Et puis là on travaille sur des nouveaux projets de documentaires. Voilà. À toi Camille. Et moi c'est Camille Etienne, je suis activiste pour le climat et j'ai co-réalisé un documentaire, une série qui est présentée sous forme de série sur TV5 Monde Plus et qu'on montrait tout à l'heure ce matin. Voilà. Merci. Que des gens passionnants. Présente-toi. Ah oui, c'est vrai, je me suis oublié du coup. Je voulais me présenter au tout début. Donc moi, je suis José Rexac, excusez-moi. J'ai fondé une association qui prend forme de médias et on a comme objectif de sensibiliser, de vulgariser d'une façon très chill, avec humour, totalement déglingo, un peu comme ma tête. Et donc du coup, les sujets écologiques, humanitaires, donc social et la biodiversité. Et à côté de ça, je suis journaliste pour Blast. Et hier, j'étais en manif, je me suis un peu fait gazer, c'était un peu... Oh, ça va, c'est pas comme les autres fois, mais ne soyez pas trop exigeants avec moi. Si je mâche mes mots, bref, vous avez compris. Donc, du coup, toi, Arthur, t'as eu une spécialité, c'est que t'étais en école supérieure. Là, on va parler du déclic, on va dire, et t'as remarqué quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, moi du coup j'ai fait une école d'ingé à Nantes. J'ai une formation d'ingénieur environnemental, donc pas du tout dans le métier de réalisateur de documentaire ou quoi. Et il se trouve que j'étais avec des copains. En 2018, il s'est passé pas mal de choses. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu toutes les marches pour le climat. C'était l'été le plus chaud qu'on avait jamais relevé. Il y a eu le manifeste étudiant pour un veille écologique dans les écoles. Moi, j'étais assez actif sur ces terrains-là. Et en fait, il y a eu, je pense, une assez forte prise de conscience de la part des jeunes diplômés, y compris moi, sur les dissonances qu'on pouvait avoir en cours face à ce qu'on apprenait, face à ce qu'on nous faisait apprendre, et puis l'urgence écologique à côté, c'est-à-dire des cours pas du tout à la hauteur des enjeux, et puis une dissonance vis-à-vis de la voie vers laquelle on nous dirige, parce qu'en fait les partenaires des écoles, c'est souvent et principalement des grosses structures à fort impact carbone qui sont présents sur tous les forums et qui viennent recruter directement dans les écoles, et c'est un peu le parcours de luxe, quoi. Et moi j'ai pris conscience de ça et je me suis dit il faut que je filme mes potes qui eux-mêmes prennent conscience et changent de cap, et qui ne sont pas compris par leur entourage, qui ne sont pas compris par les écoles, par les entreprises, qui sont pris pour des huluberlus, pour des babos. Et ça crée des ruptures fortes, émotionnellement fortes. Même moi, mes parents ne comprenaient pas tout ça, donc j'avais besoin d'en parler. Et je me suis lancé un peu avec les moyens du bord dans la réalisation de ce documentaire. Voilà. Comment tu voyais le futur ? Parce que c'est aussi ça la thématique, c'est comment les jeunes voient le futur en fait. Alors c'est hyper drôle parce que je me pose pas la question du futur. Enfin, je me pose assez peu la question du futur, honnêtement. En fait. Ça me fait assez flipper. Il y a des moments, j'ai des remontées d'éco-anxiété hyper fortes, notamment un événement l'année dernière. Donc nous, on habite en Bretagne avec ma copine, qui est aussi dans le film et avec qui maintenant on travaille ensemble sur la réalisation de documentaires. Donc si je dis souvent on, c'est Hélène et moi. Et en fait, l'année dernière en Bretagne, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu des feux de forêt sur les monts d'Arrée à Quimper. Il faisait 40 degrés, enfin c'était le truc qu'on n'avait jamais vu en Bretagne, quoi.
et on manquait d'eau, il y avait des restrictions d'eau. Et nous, on fait un trip à vélo avec Hélène, et en fait, on s'arrête, et les gens refusent de nous donner de l'eau, de remplir nos gourdes, quoi. Et là, gros moment d'éco-anxiété, surtout que mes parents étaient à ce moment-là en Turquie, en train de faire des tours en montgolfière en observant la vue. Et je me disais, mais comment c'est possible? Donc dans ces moments-là, gros moment j'ai quand même des moments, des bouffées d'éco-anxiété qui me font vraiment flipper, où là, je me projette dans le futur, surtout qu'en étant ingénieur environnemental, je connais les problématiques un peu de l'eau, et je me dis, ouais, ça fait peur. Maintenant, j'essaye au quotidien de pas trop y penser non plus, honnêtement. Je sais que c'est une forme de déni, mais en fait, je suis au courant de ce qui se passe. Je suis au courant des enjeux. J'ai pas besoin de me les rappeler constamment parce que je sais que moi, ça peut être un frein face à l'action. Mais du coup, j'essaye d'agir et j'essaye de faire ce que je peux à mon échelle pour, en tout cas, me donner bonne conscience. En fait, je pense que c'est ça au fond. Ok, merci. Camille, maintenant, tu es un peu le visage quand même, on va dire, du militantisme. Et la voix, on va dire, de tous ces jeunes qui se voient en fait à travers toi, parce que tu es quand même capable d'assumer et de dire en fait quel est le problème avec l'urgence climatique, et tu le fais d'une forte façon. Je t'ai connu quand tu étais tout petit, là t'étais non mais pas tout petit, non, il y a 4 ans, mais on débutait. Maintenant c'est drague au feu, quoi. Enfin genre moi je suis encore salamèche. Non mais à quel point genre t'as grandi, pourquoi t'as décidé d'un coup de switcher toute ta vie et de faire ça en fait? Bon, déjà, je le répète à chaque fois, mais on n'est porte-parole que de soi-même. Je ne crois pas du tout au principe Enfin, on sait déjà beaucoup d'être responsable de sa propre personne, donc je n'oserais pas le faire au nom d'une génération. Ce serait bien trop flippant. Mais en fait, je pense que, comme tu l'as dit, c'est pas un choix. Je crois qu'on se trompe de question. Pardon, je défonce ta question déjà. Tu vois, maintenant, les journalistes, c'est pas. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'on se trompe de question en se disant. Pourquoi est-ce qu'on a choisi? On se réveille pas un matin en se disant c'est pas une vocation, quoi. C'est pas un truc où on se dit je vais devenir activiste pour le climat. J'hésitais entre ça et chanteur. Bon, tu vois, c'est pas une passion, c'est pas un hobby, c'est une nécessité absolue et vitale. C'est un cri des tripes. Et moi, je ne pourrais simplement pas supporter le monde si je ne le faisais pas, c'est tout. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que je crois pas du tout au déclic. Je pense que c'est de la même manière le mythe du déclic est un mythe qui nous excuse et qui empêche beaucoup, parce que c'est l'idée de dire ce serait une volonté de droit divine comme ça, ou un état de fait qui nous toucherait, et puis on serait touché par la grâce et on aurait eu le déclic, et puis enfin voilà, ça y est, ce serait notre tour à nous aussi d'être corps et âme plongés dans une lutte plus grande que nous-mêmes et d'avoir un truc un peu héroïque. Je crois pas du tout à ça. Je pense que c'est avoir un courage de la lucidité. On n'a pas besoin d'avoir vécu dans une île qui va être submergée, d'avoir vécu comme moi aux portes de glaciers, d'avoir vécu des grands traumatismes près d'une usine polluante pour avoir cette chose au fond de notre ventre. Partout où on pose le regard, il y a indignation. Donc soit on a le courage de le voir, le privilège de pouvoir assumer pleinement les yeux ouverts, soit on reste encore un petit peu dans le regard détourné, mais il nous rattrape très vite par le col. Donc c'est pour ça que j'ai du mal je peux raconter ma vie et comment moi j'y suis arrivée, mais la réalité c'est que les histoires elles viennent toujours après les faits qu'elles racontent, et que c'est notre volonté à nous de faire sens. Et donc peut-être que je vais vous dire oui, j'ai grandi dans la montagne, et donc c'est ça qui fait sens, c'est ce qui me manque dans les moments où mes idées, je les sens plus autant prégnantes qu'avant. En attendant, je crois qu'il faut qu'on sorte de cet imaginaire du déclic, parce que ça excuse l'inaction, parce que ça nous met dans une posture où on attend que quelque chose nous tombe dessus. Et donc, quelque part, ça nous maintient dans une forme d'apathie. C'est ce qui me paraît dangereux. C'est de se dire que tant qu'on attend le déclic, on ne le provoque pas, quelque part. Donc voilà pourquoi je réponds à ta question sans y répondre. Désolée. Non, mais peut-être que du coup, toi, tu as quand même été sensible dès le début, ou tu avais quand même ça, tu vois, de base. Oui et non. Enfin, je suis sensible au monde parce que j'ai grandi dans un endroit où la question de la nature n'était pas intellectualisée. C'est-à-dire que de fait, on était dans quelque chose où c'était notre terrain de jeu. On n'avait pas de jardin, par exemple. C'est pas le principe de jardin était très étrange, parce qu'il n'y avait pas de barrière. Enfin, il y avait notre maison, puis après c'était la forêt, puis la prairie, puis la forêt, puis la montagne, puis il n'y avait pas besoin de parquer un bout pour dire ça c'est notre endroit. Pareil, le fait qu'on ait un potager, le fait on soit vraiment dépendant aussi de la météo, c'est-à-dire que tout ce que l'urbanité enlève, le monde moderne enlève, c'est cette notion aussi de
confort ou de compréhension des choses vitales nous sont dédiées à d'autres. La question de comment est-ce qu'on mange, la question de s'il pleut, s'il fait beau, ça change juste comment on va s'habiller dehors, ou si on prend le métro ou le vélo. La question du froid, la question de la nuit. Tout ça, dans le monde moderne, c'est pas très grave, ça change pas beaucoup. On va mettre une lumière en plus, en moins. En revanche, quand on vit en montagne, c'est au cœur de nos discussions. Ça rythme beaucoup plus notre quotidien, en fait, finalement. Et donc c'est ça, s'il neige, il faut qu'on ait reçu les stères de bois avant qu'il neige, parce qu'après, sinon, on peut juste pas se chauffer et c'est très chiant. Enfin, donc c'est un peu l'idée de dire que cette question de la nature était de fait dans mon quotidien avant même que je puisse penser que nous la menacions, avant même que je puisse intellectualiser le fait que j'allais devoir me battre pour qu'elle continue d'exister, avant même, ça a d'abord été, ça faisait partie de moi. C'est aussi simple que c'est comme si vous avez une donnée, voilà, et moi j'avais particulièrement conscience de mes jambes, plus que d'autres, et donc du coup si on me dit on te coupe une jambe, ça me fait d'autant plus chier, quoi. C'est très nul comme métaphore, mais au moins vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a cette chose où ça m'embête d'autant plus que j'ai conscience que ça fait partie immensément de moi. Je suis en train de faire une psychanalyse sur cette scène. J'invente ça. J'adore. Mais là, tu parles en réalité de la reconnexion à la nature. Paloma en parle très bien. Et je trouve d'ailleurs qu'on peut aussi, on peut voir ça chez les animaux. C'est qu'on peut procurer une sensibilité par rapport à des animaux, les chiens, les chats, parce qu'on les côtoie, parce qu'on les connaît. Mais le fait d'être coupé à la nature, il y a un truc qui est particulier, c'est que dès qu'on essaie de se casser, on va dire, de la ville ou d'autres, et on va vraiment essayer de connaître, moi j'en sais rien, là j'ai pas d'idée en plus, c'est horrible, ouais, je déteste cet animal, mais non je rigole, un serpent, mais en fait on va comprendre le serpent et en fait on va commencer à le trouver en fait attachant. Ça m'arrive avec des rats à Paris, faut vous dire, qui aime les rats ici? Mais c'est un peu ça en fait, c'est la reconnexion à la nature là, et en fait je pense ça nous procure, enfin ça nous développe une sensibilité. Je sais pas si je le vois comme ça en fait, tu vois. Enfin voilà. Tu me laisses en blanc là, Camille. Là, je rigole. Ça va faire la colline, c'est tout. Du coup, ça pose la question par rapport à ce que tu as dit. Tu dis que c'est en chacun de nous, et je le pense. On a tous une sensibilité depuis qu'on est enfant à la nature. Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait que notre génération, donc la génération Z, pour rappel, c'est les personnes qui sont nées entre 97 et 2010. Donc je pense qu'on est plus ou moins... Oh, toi, tu n'es plus trop dedans. Mais alors que nous, j'ai l'impression que notre génération a quand même une sensibilité beaucoup plus forte, peut-être au fait qu'on voit les choses et qu'on en parle plus. Mais si on a tous et toutes cette sensibilité depuis enfant, pourquoi nos parents, nos grands-parents n'ont pas développé ça? Je peux répondre? Oui. Je crois que c'est... Mais enfin là, ce que je vous dis, ça mériterait d'avoir un regard sociologique sur la question, mais pour en avoir parlé avec des chercheurs du CEVIPOF à Sciences Po en sociologie, justement, c'est un peu un mythe aussi ça, hein, l'idée que notre génération est particulièrement... on est une génération qui a fait la queue sur les pop-up de Shein. Hein. Shein. Putain, je suis tellement une boueuse. Je veux dire, non, on n'est pas une génération, on est une génération aussi absorbée par les TikTok, par les écrans, qui a une capacité de concentration la plus basse de l'histoire, je pense. Donc en fait, il y a de tout. On habite le monde... Enfin, je crois pas, encore une fois, cet étendard de anti-génération, mais parce que je pense que c'est pas une lecture intéressante du monde, en vrai. Enfin, en tout cas, ça me semble pas si pertinent sur la question de l'environnement, parce que quand on regarde dans les mouvements sociaux, moi, ma mère, par exemple, est une écolo bien plus grande que je n'ai jamais été, sûrement. Mais il y a plein quand on sort de l'imaginaire du mouvement climat comme étant les marches climat parisiennes. Sur les territoires, et ça encore une fois pour le coup c'est des enquêtes qui le montrent bien, il y a beaucoup d'autres générations qui sont là dans les associations. Un tiers des bénévoles sont des retraités, un tiers des bénévoles des associations françaises en général, vous prenez toutes les assos, vous prenez tous les bénévoles, un tiers sont des retraités. Donc maintenant ce sera plus 64 ans. Donc dites-vous que c'est pas vrai de dire que nous serions particulièrement plus que d'autres éveillés comme si on était touché par une grâce. Après, ce qui est certain, et en effet, c'est que, de fait, on parle de plus en plus de ces enjeux-là parce ça devient de moins en moins une question d'après. Ça devient de plus en plus une question qui nous touche. Tu le parlais, on commence à manquer d'eau. Même il y a 3 ans, on nous aurait dit il y aura des étés où vous manquerez d'eau. C'est impossible de dire que ça allait arriver là,
quoi. Là, alors où je vous parle, je le répète tout le temps, mais il y a quand même 4 villages en Pyrénées qui n'ont plus d'eau, où il y a des maires. Dites-vous, il y a des gens qui sont devenus maires, quand même, dans le village pour gérer des choses intéressantes. Ils commandent des packs d'eau. Vous savez, il y a des maires en France, en mai, enfin maintenant en juin, qui commandent des packs d'eau pour donner à boire à leur population. Enfin, c'est quand même dément. Donc je pense que le fait que nous, on arrive à être d'autant plus dans cette chose-là, ça veut dire que d'autant plus les gens la génération au sens de ceux qui habitent le monde là maintenant et qui sont en capacité d'action, le sont d'autant plus. Mais je ne crois pas à l'idée qu'il y ait quelque chose comme les millennials ou la génération Z ou Y qui seraient dotés d'une sensibilité plus grande. Je ne crois pas que c'est ça. Je pense que si on crée cette fracture-là, en fait, il y a aussi une logique non seulement de réalité sociologique, et puis il y a une urgence de savoir politiquement quelle fracture on crée. Dans un monde où la médiatisation, le pouvoir il n'y a pas 1000 lignes de fracture possibles, il n'y a pas beaucoup de polarité possible en réalité. Quand on est sur un plateau télé ou dans un débat, il y a souvent le pour et le contre. C'est difficilement quelque chose à 4, voire un peu nuancé. Donc, si on met l'écueil dans lequel, à mon avis, on est tombé beaucoup l'année dernière, c'est les jeunes contre les boomers. Et bien, du coup, ça crée surtout de la dissension, par exemple, dans les familles, à Noël, dans des ruptures dans l'intimité. Donc, on relaxait une question de l'intimité à une question d'âge. Donc, c'est moi qui m'engueule contre mon grand-père sur la question du foie gras. Mais c'est une question, mais ce n'est pas que ça. Mais du coup, ça veut dire que ce n'est plus moi contre les dirigeants de l'industrie fossile, contre des ultra-riches, contre des responsables des pouvoirs politiques qui ont pris des décisions totalement sciemment. Enfin, à mon sens, la fracture, elle est plutôt là. Elle est dans comment est-ce qu'on cherche ceux qui sont responsables des conséquences qu'on vit tous et toutes aujourd'hui. Voilà pourquoi je fais que défoncer vos questions, je suis désolée, mais je pense que c'est une bonne question pour dire qu'à mon avis, c'est des idées reçues, que ce soit le déclic ou que ce soit la génération. Je pense que c'est des lectures qui nous ralentissent. Mais c'est ma thèse. Après, libre à vous d'en avoir une autre. On parle même pas forcément des déclics, justement, c'est une expérience de vie, en fait, qui se travaille. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et l'éco-anxiété, on en parlait, c'est comme ça qu'on la travaille, c'est en laissant sa vie de côté. Bon, on parlera après, c'est les solutions, mais c'est en travaillant, en fait, en changeant sa propre vie. Il n'y a pas forcément de déclic, ça, je suis entièrement d'accord. Toi, Colline, avant, tu n'étais pas du tout consciente, ou alors un peu, pardon. Je me contredis, hein, je vous ai dit, ne soyez pas exigeants avec moi. Mais tu as changé, tu es youtubeuse, tu fais de la création de contenu, et tu as changé tes contenus, malgré le fait que tu as une communauté qui n'était pas forcément engagée, et tu te penches sur des contenus plus engagés. Tu peux nous en parler un peu ? Ah oui, c'est vrai que dans mon intro, j'ai pas spécifié que je faisais aussi des vidéos sur YouTube. Du coup, moi, j'ai pas eu de déclic spécifique comme Camille l'a dit et Arthur. Ça a toujours été en moi, un peu comme tout le monde ici. Et c'est vrai que j'ai pu grandir un peu dans le monde des créateurs, créatrices de contenu et le monde de l'influence. Je le suis plus trop aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, toutes les personnes que je suivais n'étaient absolument pas engagées. C'était pas une norme. Ça commence aujourd'hui à l'être, et heureusement, et ça va encore très 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 doucement. Mais dès que j'ai commencé à avoir un peu de vues, j'ai commencé à me faire contacter par des partenariats, et c'était tous des partenariats durables. C'était des délires comme Shein, Daniel Wellington, des montres claquées au sol, enfin vraiment des trucs pas fous. Et le truc, c'est que moi j'avais 17 ans, je faisais des vidéos, on me propose des produits, je suis trop chaude, j'accepte. Et après, avec le temps, avec aussi l'information, le fait de regarder des documentaires, de suivre d'autres personnes dans le monde de l'influence, surtout, je le souligne, parce qu'on a l'impression que le monde de l'influence ne grandit pas, mais il faut surtout unfollow les gens qui vous tirent vers le bas et suivre les personnes qui vous inspirent. Ça peut être des activistes, comme vous deux, des médias, comme toi, mais également plein d'influenceurs, influenceuses qui amènent du positif et qui travaillent avec des marques hyper cool. Et du coup, vu que moi-même j'ai grandi et que j'ai appris des choses, mais mon contenu a totalement changé, j'ai arrêté de travailler avec des marques qui étaient pourries, tout simplement, même si ça rapporte moins d'argent et que tu as des événements moins stylés. Mais en vrai, j'avais pas envie d'être associée à des marques qui étaient néfastes d'un point de vue social et environnemental. Et je pense que, un peu comme nous tous ici, quand on partage du contenu, que ce soit très activiste ou aussi du divertissement, ça doit nous représenter. Et moi, ça me représentait plus en fait de parler de voyage à l'autre bout du monde
de montrer mes road trips et où je faisais une semaine à l'autre bout de l'Asie. Enfin, c'était pas cohérent. Et donc voilà, j'ai shifté mon contenu. En fait, tu étais à la recherche de sens, finalement. C'est peut-être le sens qui nous aide un peu à... Mais en fait, vouloir je switcher. pense que c'est ça, et c'est aussi le fait de voir que, et encore moi c'est à petite échelle, mais le fait de voir que tu as un minimum d'influence et que en fait tu peux l'utiliser. Et c'est ça que les influenceurs oublient, c'est qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui sont prêts à acheter le rouge à lèvres que tu leur montres. Alors à la place de montrer un rouge à lèvres, tu peux montrer plein d'autres choses positives. Et c'est quand j'ai commencé à faire du contenu sur le végétarisme, sur je sais pas, des voyages plus près de chez nous en Europe, en France. Et j'ai reçu en fait des retours de personnes qui me suivaient, qui me disaient meuf, je suis devenue végétarienne grâce à toi. J'ai acheté des culottes de règles grâce à toi et j'ai aidé ma fille à ne plus acheter de tampons. Enfin, là, on parle quand même de petits gestes, mais c'est cool d'avoir les retours de personnes qui te suivent. Et je pense qu'on doit tous et toutes utiliser notre influence, que ce soit à petite échelle auprès de vos proches, cousins, cousines, parents, tout ce que vous voulez, et à plus grande échelle si vous avez un peu d'influence, quoi. C'est beau. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner 2-3 astuces, des solutions un peu pour développer ce changement de vie? Parce que je pense que, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de changer un peu de leur vie, avoir plus de sens en ce moment, ici dans la salle, pardon. Ah, juste une. Ah, peut-être que vous avez déjà du sens dans votre vie aussi, c'est important. Bref. T'as peut-être une petite idée, Arthur? Je crois que j'ai mis Ah, t'as mute. 1, 2, 1, 2. Ah, super, merci. J'ai appuyé sur le bouton parce que je sais pas. Petit conseil. Ben, en fait, nous, pour le coup, on s'intéresse vraiment aux bascules, aux bouscules de trajectoire, à tout ce qu'on veut. Je trouve ça vraiment passionnant. En fait, on se rend compte à quel point les gens sont aussi drivés dans leur trajectoire de vie par le regard des autres. C'est un truc hyper fort, hyper puissant. Et je trouve que le fait de comprendre ça aide à être plus indulgent vis-à-vis des autres générations. Moi, je partage ton point de vue là-dessus. Nous, on a fait plein de projections. Mais on a fait une projection à Fréjus, qui est quand même une commune d'extrême droite. Dans la salle, moyenne d'âge 75 ans. Les gens, à la fin, ils étaient debout. Ils se coupaient la parole. Oui, mais moi, je suis à 68 tard. Ma fille a fait une rupture. C'était fou, quoi. Donc, en fait, on se rend compte quand on va à la rencontre des gens que c'est pas une question de génération. Par contre, ce qui change, moi, je le vois avec mes parents, c'est qu'ils sont entourés de personnes pour qui c'est normal d'aller faire un week-end à Madrid en avion, pour qui c'est normal d'avoir 2 bagnoles, et même pour qui c'est plus valorisant d'avoir un beau job dans une belle boîte que eux considèrent comme une belle boîte, plutôt que devenir maraîcher, par exemple. Et si on arrive à changer le regard social et la valorisation sociale, là, il y a un switch énorme. Il y a un switch qui se fait. Et en fait, il faut que des personnes, moi j'appelle des éclaireurs et éclaireuses, à tout âge, que ce soit des cadres sup, que ce soit des retraités, que ce soit même des jeunes, osent franchir le pas. Pour montrer qu'il y a d'autres possibles. Et en fait, pour redéfinir la valeur, ce qu'est la réussite, ce qu'est la valeur sociale. Je pense que c'est un truc qui est hyper fort, hyper important. Voilà. Et en fait, bon là, on regarde dans la salle, il y a assez peu de diversité parce que c'est aussi quelque chose on peut se le permettre quand on a un bagage socioculturel qui peut nous permettre de prendre des risques, qui peut nous permettre de re-questionner notre rapport au travail. Voilà, c'est plus compliqué quand on a une famille à nourrir et qu'il faut bosser toutes les semaines comme un dingue, quoi. Il y a aussi même tous ces gens en fait qui n'ont jamais été éduqués ni par l'éducation. Là, on est en France, donc je parle de l'éducation française, ni par les médias, ni par les parents en fait et les proches. Donc moi, je pensais aussi peut-être donner une des solutions. Pour donner une des solutions, c'est aussi peut-être aussi faire partir un peu cette éducation, ce monde qu'on nous a un peu appris à un moment donné, et essayer de retrouver une nouvelle vie avec des personnes qui sont un peu comme nous, qui pensent comme nous. Je pense que ça peut donner les clés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Ouais, clairement. Je pense que je suis pas forcément le mieux placé pour en parler de ça, mais il y en a qui s'attellent à aller voir justement des personnes auprès de qui on parle aujourd'hui pas d'écologie du tout et qui essayent de, même dans l'éducation, regarde, il y a plein de profs qui s'engagent, qui font des projets qui sont top. Je pense que c'est absolument nécessaire, ouais, complètement. Et en fait, d'être entouré de personnes qui partagent nos convictions, c'est super important. Ça, c'est un truc. Je pense que, parce que encore une fois, c'est la question de la valorisation, mais qu'on soit, quel que soit notre milieu, d'être entouré par des personnes qui soutiennent ce qu'on fait, qui l'encouragent. C'est un truc super, je pense, très très important. Donc ça fait partie de la solution, c'est s'engager, retrouver un milieu, trouver une asso, trouver un collectif, un club, n'importe quoi, mais des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos questionnements, sur vos trajectoires de vie. Par exemple, il y a Make Sense, peut-être que vous connaissez Make Sense. C'est une asso française qui justement s'intéresse un peu aux trajectoires de vie. Ils ont un club qui s'appelle le club des paumés.
ils organisent des apéros paumés et ça s'organise un peu partout en France et les gens ils se retrouvent, c'est des paumés, les gens sont paumés dans leur life, on est tous un peu paumés dans notre vie en vrai, il faut le dire, et tu te retrouves et tu parles de ta vie quoi, et ça fait du bien aussi juste de rencontrer des gens qui aussi se posent des questions, qui en fait t'as l'impression ok ils sont dans une trajectoire bien guidée, bien tracée, mais en fait non, eux aussi se posent des questions et ont pris conscience des enjeux écologiques et sociaux en cours quoi. Bon voilà, je m'éloigne peut-être un peu de la question. Mais... Non, c'est dedans. Et par exemple, moi je pense qu'après tout ça, le fait de justement aller voir des assos, quitter aussi son travail, c'est important si on peut le faire bien sûr, pour aller essayer d'avoir un impact positif et ramener une vie avec du sens. Il y a aussi la question de se renseigner en fait et de comprendre, de ramener une connaissance en fait au sujet. Tu en parlais tout à l'heure, tu peux nous dire un peu comment tu as fait par exemple? Documentaire, hein, Netflix à fond. Non, mais en vrai, je pense qu'on va tous les trois dire que l'action, c'est la meilleure des choses. Après, moi, je pense qu'on doit tous trouver la manière d'agir et la manière d'agir qui nous correspond le mieux, à pas se brûler non plus à trop faire. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est de mettre ma passion, qui est la vidéo et la photo, au profit de la cause. Et comme ça, c'est un peu donnant-donnant. Ma passion, c'est la vidéo. Et maintenant, je travaille en tant que chargée de communication dans une asso. Donc, c'est de trouver ce qui vous parle le plus et d'utiliser votre voix. Si votre voix, c'est le chant, utilisez le chant. Si votre voix, c'est le dessin, utilisez le dessin. On a besoin de plein de formes d'activistes différents. Donc, même là, aujourd'hui, on le voit. Toi, c'est à travers ton film documentaire, Coupure, qu'on peut d'ailleurs... Rupture, pardon. On peut d'ailleurs lancer le teaser qu'on n'a pas mis. Si on l'a pas encore regardé. La technique, elle va te détester. On l'a pas lancé. Non, parce que toi, tu as une pensée. Vous avez un courant de pensée. Encore une fois, je le dis avec respect. Hein, on appelle ça les catastrophistes. Non, c'est pas catastrophique. Mais si, c'est réaliste. Non, mais... J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul. Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur. Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces 6 jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire. Bonjour madame, vous êtes de Saint-Brieuc? Non. Je tire dessus, voilà. C'est pas comme la blette. Voilà. Ah ouais. Vous avez 2 minutes pour répondre à des questions? Oui. Bon super. Il n'y a pas l'eau chaude partout, il y a l'eau chaude que dans ces 2 douches-là et il n'y a pas beaucoup d'eau chaude. Ils incarnent selon moi ce phénomène sociétal et j'ai pu les suivre dans leur intimité. Je pense pas re-rentrer dans le système un jour quoi. Ils sont censés s'organiser ensemble dans ce qu'ils font, sauf qu'ils sont pas capables de le faire donc... Je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte et que genre ce projet c'est trop difficile tu vois. Vous verrez, c'est un film qui sort des codes. Je l'ai fait avec mon cœur et j'espère qu'il vous permettra de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de notre génération lorsque nous tournons le dos aux banques et aux grandes industries. Allô? Ah, pardon. Ah, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu viens en une mode annonce dire tout ce qu'on a dit depuis 30 minutes. Mais peut-être que tu veux dire aussi ton ressenti et le pourquoi tu l'as fait. Ouais, j'ai un peu dit tout à l'heure déjà, mais je pense que il y a un truc, il y a un truc de la notion de la responsabilité, quoi. Quand on parlait juste avant, je pense que quand on est jeune diplômé des grandes écoles, on est quand même super privilégié. Et à aucun moment moi je crache sur mon diplôme. Par contre, je suis ultra conscient de la chance que j'ai, du privilège que j'ai d'avoir eu accès à ce niveau d'éducation.
quand on sait le nombre de personnes qui en rêvent dans le monde. Et en fait, juste après, à la sortie de ça, c'est vrai qu'on est sur le marché du travail, ce qu'ils appellent l'élite. Qu'on sorte de Sciences Po, qu'on sorte de Centrale, qu'on sorte de ce type d'école-là, on est l'élite. Dans les entreprises viennent nous piocher comme on veut. Donc le fait de refuser de prendre part de refuser un travail, on a un impact énorme sur le plan économique, mais genre vraiment énorme. Ça, c'est un truc, on n'a pas insisté là-dessus, enfin on en a un petit peu parlé, en fait, c'est la notion de travail, c'est qu'est-ce qu'on fait de son travail, de son énergie. On passe 100 000 heures de notre vie à bosser aujourd'hui, si c'est 35 heures semaine, c'est énorme, et où est-ce qu'on va mettre nos compétences et notre énergie, quoi. Et ça peut avoir un impact, et nous on le voit, le fait qu'il y ait une petite, parce que là c'est un entre-soi énorme, hein, les jeunes des grandes écoles, c'est une minorité. Il y en a un certain nombre suffisamment, même si ça reste encore minoritaire, mais peut-être 30 à 40% qui refusent certains types de jobs, en tout cas dans certaines écoles, et ça a un impact économique directement sur les entreprises. Aujourd'hui, Total, une des 3 priorités pour Total depuis déjà 4 ans, c'est le recrutement. Et c'est pour ça qu'ils essayent de s'adapter. Alors c'est pas pour autant qu'ils vont complètement changer leur business model, mais si demain ils n'ont plus personne pour construire la pipeline en Ouganda, ICOP, ils pourront pas le faire en fait. C'est simple, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc je pense que voilà, il y a cette notion d'impact qu'on peut avoir à la sortie des grandes écoles et de responsabilité. Elle est énorme et ce film parle un petit peu de ça. Maintenant, je porte quand même le message qu'on peut s'engager, quelle que soit sa place dans la société. C'est un peu le sujet de notre deuxième film aussi sur lequel on travaille, c'est l'engagement en interne, dans sa boîte, dans son organisation. Et c'est possible de faire des choses. Pour un petit teaser sur le nouveau film, ça fait 7 mois qu'on travaille dessus parce que c'est un sujet qui est la bifurcation, elle est facile à filmer, elle est facile à suivre. C'est les gens qui changent de cap. L'engagement en interne est beaucoup plus difficile à comprendre, à déceler parce qu'il y a plein de raisons qui poussent les gens à s'engager en interne. Mais pour donner un exemple, on a un gendarme, il est brigadier à Limoges et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure lors de la masterclass, mais ce gars, il s'appelle Swazik, c'est incroyable. En 2018, avec les feux de forêt, il prend conscience du rôle qu'il a, lui, en tant que gendarme, qu'il peut avoir en tant que gendarme. Il se dit, OK, il faut que je forme tous mes camarades, tous mes collègues aux infractions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, les gendarmes sur le terrain ne sont pas formés aux infractions environnementales. Donc, quand il y a une décharge à ciel ouvert, quand il y a un feu de forêt qui est lancé, ils ne savent pas comment le traiter. Il y a quelques procédures, mais c'est tellement complexe. La loi évolue tellement vite, il s'est dit, il faut que je les forme. Il a créé une application de toute pièce sur son temps libre. Parce qu'il allait voir le général au début, le général a pris le dossier pour caler le bureau, quoi. Donc clairement, il a contourné les trucs qu'il a fait sur son temps libre pendant 3 ans. L'appli, elle sort là dans 2 semaines et elle va être diffusée auprès des 150 000 gendarmes en France. C'est monstrueux. Et le gars, il est brigadier dans une brigade à Limoges, quoi. Donc ça montre quand même que c'est possible de faire des choses, quel que soit son métier, en acceptant, en refusant de prendre part à certains projets, en rassemblant autour de soi. La notion de collectif elle est quand même énorme. Trop bien, trop beau. Tu le remercieras pour moi parce que. T'as parlé, il y a une phrase qui m'a marqué là, c'est je l'ai fait avec amour. Et je pense que dans l'engagement, dans la nouvelle vie qu'on veut avoir avec du sens, il y a un truc qui est ultra important, c'est cette bienveillance, cette entraide qu'il y a entre nous, cet amour. Camille, tu en donnes énormément à plein de monde. Est-ce que du coup tu peux nous en placer 2-3 mots de comment, c'est pas comment, mais le fait de l'entraide entre nous, non mais c'est vrai que tout ce jeu-là, c'est comme dans le féminisme on parle de sororité, c'est l'idée aussi de se dire que ils sont tellement organisés, ceux qu'on peut imaginer si on parle d'adversaires, ils sont tellement puissants. On parle de boys club, on parle de ces grands groupes qui s'entraident entre eux en fait, que nous si on cède à la facilité de faire du dissensus stratégique intéressant, de faire de ces débats de fond, si on les laisse empiéter sur la puissance de l'entraide, je pense qu'on perd tout. Et l'entraide, c'est un mot qui est complètement tombé en désuétude. C'est très galvaudé aujourd'hui de prôner l'entraide. Ça a l'air un peu comme ça, faible, gentil, c'est un peu mou l'entraide. Pour autant, je crois qu'il y a là une force immense parce que c'est peut-être l'entraide et la créativité, je dirais. C'est peut-être ce qui nous reste. C'est dans le mouvement social, quand on est face à un appareil étatique très puissant, très organisé, qui dispose de forces armées pour se défendre, qui dispose de lois, d'un appareil juridique, qui dispose d'un appareil législatif, d'une légitimité pour le faire. Je pense à la dernière réforme des retraites, où face à ça, face à la lenteur que ça peut avoir, face à la violence que ça peut être, face à la froideur de la bureaucratie, ce qui me fascine, c'est la capacité de fédérer par le beau, par la joie, et par même l'humour parfois, et comment avec l'humour, avec ces choses-là qui ont l'air petites, finalement, on fait en sorte que les colosses aient des pieds d'argile. Et dans le mouvement social, le mouvement des casseroles, je trouve, pour moi, dit beaucoup.
parce que c'était dans une période d'escalade de la violence. Et face à ça, il y a eu une sorte de désamorçage. Et qui aurait pu prédire cette fameuse phrase, qui aurait pu prédire que face à cette escalade de la violence, face à un mépris du silence, face à un mouvement social, elle allait répondre par l'humour et par le ridicule. En fait, l'idée c'était du ridicule, c'était dire vous nous écoutez pas de problème à taper sur des casseroles. Il y a quoi là, et on assume le fait de truc. Et ça, je trouvais ça très très puissant parce qu'en fait, c'est l'idée de le faire ensemble, d'y aller ensemble dans la connerie, quoi. Il y a un peu un côté bande de copains et en même temps que ça retourne comme ça la charge et ça peut être très très puissant. Donc je dirais que en effet cette capacité à s'entraider, mais cette capacité à avoir la flexibilité, la créativité, c'est ce qu'on n'a pas et c'est ce que dans nos écoles on valorise peu. Et plus on monte, plus quand on va faire l'ENA, quand on va faire tout ça, on va valoriser d'autant plus on va au niveau, plus on va valoriser justement un pouvoir et un pouvoir qui écrase, un pouvoir qui a tendance à être à la place d'eux et pas un pouvoir qui permet. C'est très normatif et donc je crois qu'on a une vraie urgence et on a beaucoup à gagner que de valoriser tous ces mots dont tu parles qui sont aujourd'hui un peu laissés à l'abandon. Je pense qu'il faut qu'on les dépoussière et ils peuvent être d'une force assez impressionnante. Je dirais, je sais pas si ça fait sens ce que je vous dis. Mais... Oui, ça fait sens et c'est beau. Et parce que finalement, en fait, tout le monde s'en fout. J'ai l'impression d'être bienveillant, de donner de l'amour. Enfin, du moins, beaucoup. Bonjour. Comment tu t'appelles? Parce que t'as dit mon nom, c'est pour ça. Putain, on est plus connu, regarde, les gens réagissent pas, c'est fou. Hein. C'est fou ça, c'est dommage. C'est foiré, cette vanne est foirée. Coucou maman. Ouais, on l'a vraiment foiré pour le coup. Il a fait une série qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil. La honte. On a créé notre vide, genre j'adore. Je suis en train de parler de l'humour, voilà, tu vois, c'est bien. Voilà. Ouais, l'humour, bob, mais... Merci Axel. Adi, tu veux ta partie aussi? Tu veux venir aussi? On parle de lobby. Est-ce que on arrive bientôt à l'heure, je crois, si je me trompe pas. Ouais, dans pas longtemps. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Ouais. Peut-être, je me permets, s'il y a des questions, je pense que ce serait plus intéressant de répondre à des. Là, il faut que vous m'aidiez maintenant, parce que sinon, ça va être très long. Des témoignages ou des trucs, enfin, on a tous. Ou en live. Ouais, il y a un monsieur qui souhaite prendre la parole derrière. Je crois que oui, pour le live, peut-être. Je sais pas. On peut la répéter sinon. Bon. Oui, c'est mieux. Même le live, si vous avez des questions. Alors, je voulais m'adresser à tout le monde. En fait, là, on réfléchit, on vous écoute, c'est génial. Et pendant qu'il se passe, pendant qu'on est là, il y a les 1% qui continuent à vivre normalement. Il y a les entreprises qui fonctionnent mieux que jamais. La sortie de Covid, on pensait que ça les affaiblirait, mais pas du tout, au contraire. Et en fait, ce monde-là qu'on pensait fragile, il est incroyablement résilient. Il est très très fort. Et comme disait Camille tout à l'heure, il a tout en main. Il a les lois pour lui, il a l'organisation. Et donc, plus ça va, plus je me dis... puisqu'on sait aujourd'hui que 100 entreprises, c'est 70% des gaz à effet de serre, on sait où taper, puisqu'on sait que les 1%, c'est 50% à peu près, je crois, du bilan carbone, on sait où taper aussi. Et pourquoi tout le monde, on n'arrive pas à se concentrer et à véritablement enfoncer le clou là où ça fait mal? Mais, alors, parce que tout le monde s'en fout. Non, je rigole, on l'a déjà fait. Vas-y, Arthur. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que justement, un levier extrêmement puissant, moi je vais reparler de ça, mais c'est l'emploi. Si on veut en fait enlever la puissance de ces entreprises, il faut juste enlever les ressources humaines. Une entreprise sans hommes, c'est une entreprise qui meurt. Et il y a des boîtes je pense qu'il y a des boîtes qui vont mourir si le mouvement se propage suffisamment vite. Il y a des boîtes qui peuvent mourir assez vite. En tout cas, dont les activités néfastes peuvent mourir assez vite. Mais pour ça, il faut renverser la valorisation sociale. Et donc, faut en parler. Faut mettre la lumière sur les éclaireurs, les éclaireuses, quoi. Faire des actions, par exemple, comme Camille. Ouais. Pour me faire l'avocat du diable, la temporalité est quand même un peu risquée parce que là, tu vois, si on sort d'école, on va avoir 25 ans. Le temps qu'on remplace tous ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, qui ont entre 40 et 60 ans. Oui, mais du coup, je pense que ça, c'est en effet un levier super puissant. Et tout à fait, je vois dans les boîtes comment ce qui leur fait peur aussi.
Mais si on attend juste que notre génération dise on va pas travailler là-bas et que tous les personnes de 55 ans hyper installés et tout quittent tous leur job, je pense que ça va. Tu vois, là on vient d'une étude qui est sortie 2 jours sur la fonte des glaciers irréversibles qui arrive 10 ans plus tôt que ce qui était dans les meilleures prévisions du GIEC. Sur 2027, le moment où on va passer les 1,5 degrés. Enfin, je pense qu'on a aussi une urgence de sabotage. Et d'ailleurs, je sors de voir un film qui sort le 28 juillet. Je fais une promo, mais qui s'appelle How to Blow Up a Pipeline, qui est tiré du film d'Andreas Malm, et qui va s'appeler Sabotage en français, et qui parle de ça, qui pose la question de comment est-ce que aussi on désamorce, comment est-ce qu'en fait saboter ces grandes structures, ça peut être plaidé comme de l'autodéfense. C'est un mécanisme d'autodéfense. Et donc, on peut plaider, il y a une forme de non-assistance à personne en danger de la part de l'État face voire complicité, face à des entreprises qui maintiennent un profit. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'elles ont un rôle politique, que se cacher derrière le fait que ce soit juste des entités qui répondent à une demande. Moi, c'est un truc sur lequel j'écris un livre qui essaie de beaucoup désamorcer ça, parce que c'est très puissant comme argument. Il se cache beaucoup derrière l'idée de dire, mais c'est le système comme ça, nous on répond à une demande. Sauf que quand on regarde historiquement, quand on regarde comment ils le font, c'est complètement faux. Enfin, tu en parles très bien sur ta chaîne sur les lobbies, mais sur les cigarettiers, on n'a pas fait de pari nul pour placer le nom de nos potes dans cette table ronde, je promets. Mais il y a quand même cette urgence de se dire que, attendez, ce sont des acteurs politiques très très puissants. Là, il y avait la loi devoir de vigilance en Europe, on a failli la perdre à cause des lobbies qui étaient à Bruxelles tous les jours. Tous les jours, ils traînaient dans les couloirs européens et ils ont failli faire tordre le bras à cette loi de devoir de vigilance qui était un pas vraiment intéressant d'un point de vue du droit européen. Donc je crois qu'il y a une urgence de se dire ça, de passer du temps à... et alors, bon, je vais traiter de tous les noms d'oiseaux pour essayer de le faire, parce qu'il y a un côté très complot, mais c'est juste factuel. Quand on regarde par exemple sur les cigarettiers, on a eu accès aux informations parce qu'ils sont passés en procès. Ils sont passés en procès, les années 70, PAM, 80, 90, ça a pris du temps. Il y a des journalistes comme Stéphane Foucard au Monde, comme plein de gens à travers le monde qui ont eu accès à toutes les données et qui ont pu voir que non, ils n'ont pas juste... les gens voulaient fumer, ils ont créé un truc. Non, ils ont travaillé activement à faire en sorte qu'on reste dépendant de la cigarette, qu'on fasse fumer les femmes, qu'on pense que ce soit bon pour la santé, puis en fait que ce soit pas ça qui crée vraiment le cancer, puis en fait que ça va, puis en fait de tordre les bras aux lois qui essaient d'empêcher. Donc c'est très très puissant. Et en fait on voit la même chose sur l'industrie fossile notamment, c'est celle sur laquelle je travaille, mais c'est la même chose sur les pesticides, sur tout ça. Donc je crois qu'il faut les considérer comme des acteurs politiques avec une vraie volonté d'action. Mais simple, qui peut être très cynique, c'est pas une idée comme ça de contrôler le monde, c'est juste que quand on est assis sur une poule aux œufs d'or, l'industrie, le pétrole aujourd'hui rapporte énormément d'argent. On a Total Energy qui a fait cette année, alors qu'il y avait une inflation totale, que c'était une crise, qu'il y a eu des guerres, enfin je veux dire, et ils ont fait des profits records de l'histoire de France. Et c'est le cas de toutes les entreprises fossiles, elles se portent extrêmement bien. Donc comment est-ce que voulez-vous que d'un coup ils se disent bof, en fait, peut-être on n'y va plus. Donc je crois c'est comme ça, à mon sens, que je répondrai à votre question, c'est l'idée de se dire il faut qu'on désamorce cette idée d'un truc un peu vague qui flotterait au-dessus de nous en disant on est un peu tous responsables, en même temps pas trop, puis en même temps c'est flottant et c'est dur et c'est long et c'est vertigineux. C'est vrai, mais à un moment donné, quand on veut une justice, il faut pas avoir peur de trouver des coupables, non pas pour les excommunier, leur couper la tête, mais parce que un coupable, c'est une personne qui est responsable d'une action et que donc on va pouvoir réparer et empêcher, avec une justice, c'est le principe, que d'autres actions adviennent. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et c'est à un moment donné d'être capable d'arrêter les coupables et d'obtenir une réparation et d'empêcher qu'il y en ait d'autres. Ouais. Voilà. Non, mais très bien. T'as parlé pendant 2 heures là. Non, je regarde, c'est pas vrai. C'est important. Je t'ai laissé parler parce que c'est important en fait qu'on comprenne tous. Et voilà. Juste la régie va nous taper dessus. Je pense qu'on peut clôturer cette table ronde. C'est ça ? Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné 2-3 liens à ceux qui nous regardent sur Internet. Pas à vous. Non, rejoignez Stopicop. Du coup, on l'a pas dit, mais à fond. En lien avec les énergies fossiles. Engagé en fait. Je remercie encore le festival pour nous avoir invités et à très vite. Merci Rosé. C'est à toi.
Bon, Rosé, le petit blagueur est parti, mais les personnes qui nous regardent en live, restez parce que le débat continue avec d'autres invités. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, je me représente. Je m'appelle donc Colline Balfroy. Je suis activiste, vidéaste, chanteuse et ce soir l'hôte de ce débat. J'accueille 3 personnes inspirantes, Antoine, Olga et Abdou, qui est notre correspondant du Sénégal, qui va apparaître plus tard. Je ne sais pas si on le voit déjà. Aujourd'hui, on va répondre principalement à une question qui me touche parce qu'elle concerne ma génération, donc la génération Z. Voilà, Abdou est présent. La génération Z, donc c'est les personnes nées entre 97 et 2010. Et on va tenter de répondre ensemble à une question qui est quelle est la vision du futur de ma génération dans le contexte géopolitique actuel, un contexte qui est quand même très tendu, et quelles sont les actions mises en place par les institutions. Donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui et ravie que vous soyez venus. Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr, merci beaucoup pour l'introduction. Donc Antoine Kimerlin, je suis le directeur éditorial de l'agence Myope, qui est un collectif de 22 auteurs documentaires. On fait à la fois de la photo et de la vidéo. Donc on a toute une partie éditoriale où on va travailler avec Le Monde, Libération, mais aussi des journaux aux États-Unis comme le Wall Street Journal ou Washington Post, et une partie vidéo où on a des réalisateurs et des réalisatrices qui produisent soit pour la télévision, Arte, France 24, mais aussi pour des institutions comme la Commission européenne, là, le film dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle When I Grow Up. Donc voilà, moi je suis en charge de coordonner un peu ces 22 personnalités et de raconter des histoires. C'est vraiment ce qui a été dit sur la conférence juste avant, l'importance de montrer d'autres possibles. Parce que c'est vrai qu'on a été alimenté pendant pas mal d'années par le même discours de réussite, notamment économique, sociale. Et si on montre aux gens qu'il y a d'autres choses enviables, c'est une bonne manière de faire changer les choses. J'avais une question par rapport à Myope, donc l'agence pour laquelle tu travailles. Qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres agences, et c'est quoi exactement le rôle que vous faites avec la presse et l'institution par rapport à une agence, on va dire lambda? Alors le secteur des agences n'est pas toujours très connu, mais en gros les très grosses agences, c'est l'agence France Presse, c'est Reuters, c'est Associated Press, et donc c'est des agences qui vont avoir 2000, 3000, 4000 photographes partout dans le monde et qui vont, dès qu'il se passe un événement, heureux ou malheureux, avoir une production journalistique à ce propos-là. Nous, on est 22 auteurs, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas cette capacité de couvrir toute l'actualité en permanence, et donc on va vraiment choisir des sujets au long cours. À la fois, parmi les 22 auteurs qu'on représente chez Myope, il va y avoir des personnes qui vont faire de la news pure et dure. On parlait des manifestations d'hier à Paris notamment. On avait deux photographes qui étaient en commande pour Libération et pour Le Monde. Donc voilà, vraiment des choses très quotidiennes. Mais on a aussi des photographes qui vont consacrer toute leur vie à un même sujet, et notamment Olivier Jobard, qui est le co-réalisateur avec Claire Billet du documentaire, qui, depuis 20 ans maintenant, s'intéresse au parcours migratoire. Donc il va suivre des personnes qui quittent l'Afghanistan, qui quittent l'Érythrée, qui quittent la Syrie, et il va les accompagner pendant parfois 3-4 semaines, faire les traversées avec eux sur les bateaux, prendre des risques pour montrer au grand public quelle est la réalité de ces personnes. Donc voilà, c'est un engagement qui est très fort au quotidien, et par ailleurs c'est des personnes qui sont toutes indépendantes, donc ils sont pas salariés de l'agence, mais c'est vraiment des gens qui doivent aussi se battre tous les jours pour réussir à produire ces nouvelles histoires et à trouver des débouchés sur ces films, sur ces photographies. Vous faites d'ailleurs partie d'une campagne qui s'appelle Education No Matter What, qui a été lancée donc par DG ECHO, le service de la Commission européenne chargé de l'aide humanitaire et de la protection civile à échelle internationale. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer en quoi consiste cette campagne et quel est en fait le rôle de DG ECHO pour les personnes qui ne connaissent pas?
Bien sûr. Alors la DG ECO, c'est vraiment le bras humanitaire de la Commission européenne, et on le sait très très peu, mais c'est le premier bailleur de toutes les associations et ONG au monde. Ils financent MSF, Action contre la faim. Vraiment, ils font rien en propre eux-mêmes. L'UNICEF aussi qui finance. Voilà, ils ont vraiment des budgets qui sont supérieurs même aux États-Unis dans ces actions-là. Et la Commission européenne essaye de le faire savoir, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus de populisme qui monte aussi en Europe. Et la Commission européenne essaye de faire savoir, de faire connaître ses actions. Et là, le thème de cette année, c'était l'accès à l'éducation dans les pays, à la fois en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, il y a eu une campagne qui s'est développée en 2 volets, et ce qui est assez intéressant, je trouve, en termes de communication, parce qu'ils ont fait à la fois des contenus très réseaux sociaux, donc du 15-30 secondes, un peu chartés, avec une identité graphique un peu voilà, qui va parler à cette fameuse génération Z. Et à nous, myopes, ils nous ont donné une carte blanche pour faire un documentaire de 12 minutes qui s'appelle donc When I Grow Up. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous tapez When I Grow Up et Olivier Jobard, Claire Billet, il est en accès libre. Et c'était vraiment une carte blanche à 2 réalisateurs de films d'auteur pour parler de l'accès à l'éducation en Ukraine. Parce que l'Ukraine, voilà, il y a eu, tu connais mieux la situation que moi, mais il y a eu toute une partie des femmes et des enfants, notamment au moment de la guerre, qui sont réfugiés dans les pays voisins et qui ont de fait perdu leur accès à l'éducation parce qu'ils sont arrivés dans des pays où ils connaissaient pas la langue, notamment. Et il y a aussi toute une partie des Ukrainiens qui sont restés sur place, mais avec des écoles qui avaient été bombardées, détruites, et donc qui ont plus accès à l'éducation. Et on en parlait aussi sur la table ronde précédente. L'éducation, c'est vraiment la clé pour faire ensuite la bascule, pour devenir éclairé, engagé, et pour ensuite mener à l'action. Et donc, on a suivi 3 jeunes, peut-être qu'on pourra regarder le trailer, 3 jeunes Ukrainiens qui ont tous 14 ans, qui habitent à Lviv, j'ai un trou au nord de Kiev, qui a été vraiment la première zone qui a été prise par les Russes très très vite dès le 26-27 février, qui a ensuite été libérée par les forces ukrainiennes fin mars. Et donc on a 3 jeunes qui ont vécu comme ça sous l'occupation des Russes et qui, une fois que les Russes sont partis, ont essayé tant bien que mal de retourner à l'école. Donc c'est un film qui s'appelle When I Grow Up, qui est réalisé par Olivier Jobard et Claire Billet. On va vous mettre un... Ah, d'accord. On va vous diffuser le témoignage de Sonia, qui est une étudiante ukrainienne qui fait notamment partie du film When I Grow Up, que je viens de citer. On va vous mettre un extrait tout de suite. Я Соня, я з України. Навчальний процес відновили десь після місяця того, як почалось все, війна. Я приїхала до Ірпеня у травні. В перший же день, коли я приїхала, ми з батьками пішли до школи. Це було жахіття, я не впізнала її. Двігатися далі, ми повинні вчити щось нове, ми повинні дізнаватися, ми повинні кожну хвилину нашого життя. Сподіваюся, що все буде добре, що нашу школу відстроять. Donc ça, c'est vraiment plus la partie communication et réseaux sociaux, et donc le film en intégralité à la fois sur Internet et dans les vidéothèques juste à côté de vous. Je vous invite chaleureusement à aller voir le film en entier. Ouais, moi je l'ai regardé il y a quelques jours et j'ai adoré. Ça suit donc l'histoire de trois jeunes étudiants, Mikita, Sonia et voilà.
Et c'est hyper poignant parce que je me suis pas mal identifiée à eux. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de te focus sur l'Ukraine et comment s'est passé le tournage en général. Je suis assez curieuse de savoir. Ouais, alors l'Ukraine, c'est arrivé comme une évidence. C'est le plus gros conflit sur le continent européen depuis les 20-25 dernières années. Et en fait, la manière dont Olivier Jobard et Claire Billet ont travaillé, c'est vraiment qu'ils ont fait un premier séjour qu'on appelle le scouting, de repérage en octobre, pour aller voir quel personnage. On appelle ça personnage en documentaire parce que c'est vraiment les personnes qu'on va suivre, mais c'est des gens bien réels. Quelles personnes ils pourraient suivre et donc ils ont repéré ces 3 jeunes qui ont tous 14 ans, qui habitent donc à Irpin. Et en décembre, ils ont fait 2 semaines de tournage. Tous les jours, ils étaient avec eux, dans la rue, à l'école, quand ils ont des moments un peu off. Et ce qu'il y avait 2 aspects qu'ils voulaient vraiment donner. C'était à la fois de leur donner la parole. Donc il y a plusieurs moments où ils sont vraiment assis face à la caméra dans un setup un peu d'interview classique. Mais ils avaient aussi à cœur de montrer toute la normalité de la vie qui continue malgré tout, malgré la guerre. Parce qu'en fait, c'est très choquant, mais tous les reporters, photographes, vidéastes qui vont dans des zones de guerre, ils racontent la même chose. C'est que une fois que vous avez quitté le front de 5 km, en fait, malgré tout, la vie continue. Alors, il y a les bombardements, il y a les risques, il y a les traumatismes, mais la vie continue. Et donc, on a des séquences qui sont très touchantes entre Darina et Sonia, qui sont en train de faire des petits ragots comme des adolescentes, et parce qu'elles sont adolescentes. Et en fait, les 2 filles, maintenant, font elles poursuivent leur étude seulement grâce à Internet et grâce aux cours en ligne. Nikita, lui, il peut retourner dans son lycée, sauf que l'abri anti-bombe peut contenir que 7 personnes, et donc sa classe est à moitié vide, et c'est visuellement assez frappant de voir une salle de classe qui est censée être vivante et joyeuse, où en fait il n'y a que 7 jeunes qui étudient. Donc voilà un peu le projet, comment ils ont travaillé. C'était vraiment du cinéma direct, voilà, qu'est-ce qui se passe devant nous et comment ces jeunes s'adaptent. Et ils ont fait, quand Olivier et Claire sont rentrés du reportage, ils étaient vraiment très admiratifs de la résilience de ces jeunes qui mettent tout en fait dans l'école, parce que l'école c'est à la fois une manière, un endroit où apprendre et où construire leur futur, mais c'est aussi un endroit où ils voient leurs amis, où ils ont leurs loisirs. Et donc l'école, c'est vraiment le premier lieu à reconstruire après une guerre, parce que c'est ici qu'on construit l'avenir d'un pays. Et là, l'Ukraine fait un gros travail en ce moment, alors que la guerre continue, pour continuer à aider cette jeune génération à se développer. Si je me trompe pas, à la fin du film, il était inscrit que du coup les 3 étudiants avaient retrouvé leurs écoles, qu'elles avaient été réparées et financées justement par la Commission européenne. Donc c'est important de souligner que la Commission européenne fait vraiment avancer les choses. Olga. Donc on a avec nous Olga, donc qui est la représentante de l'Institut ukrainien et donc qui est également rescapée d'Ukraine. Comment est-ce que toi tu vois la reconstruction de l'Ukraine et la reconstruction du système éducatif? Olga va parler en... Il y a plus un microphone? Ok. Donc, oui. Malheureusement, peut-être je suis la plus âgée personne ici, donc je ne suis pas la génération Z, mais je suis juste en train d'apprendre français. Et donc, si vous me permettez, je vais parler anglais. Yes, I'm representative of Ukrainian Institute now in France, and Ukrainian Institute is an institution of public and cultural diplomacy under the Ministry of Foreign Affairs. And the purpose of Ukrainian Institute is relevant to French Institute, or Goethe Institute, or British Council. It's spreading of Ukrainian culture, knowledge about Ukraine, building cultural bridges and collaborative bridges between institutions.
So unfortunately, we didn't have any branch abroad. We just work in Ukraine, and now, because of war and necessity to be present in context, in cultural context in different country, we just opened a branch in Berlin, and now 2 weeks ago we registered the Ukrainian Institute branch in Paris. Je fais la traduction assez rapide. Donc elle travaille pour l'Institut ukrainien. Le rôle des instituts, c'est comme les instituts en France, c'est de créer le pont entre l'Ukraine et les autres pays. Pour le moment, l'Ukraine était assez isolée, mais grâce à leur travail, ils viennent de créer un pont entre Ukraine et Berlin, si je me suis pas trompée dans la traduction. Pas entre Ukraine et Berlin, on ouvre le branche de l'Institut ukrainien à Berlin et maintenant à Paris. So if we are talking about challenges of Ukrainian education now, first of all, it's physical destroyed schools, kindergartens and universities. Almost 300 schools are destroyed in Ukraine just for now. And also it's deportation of children to Russia. We don't know the current amount, but it's more than 2,000 Ukrainian children was deported to Russia now. And on the occupied territory, we have a problem of Russian education. So children who now get education in on occupied territories, they are learning Ukraine like an enemy, and it will be a big challenge for us after victory to change this comprehension of Ukraine, because educational process is very influenced in this age. Also, il y a une centaine d'écoles qui ont été détruites. Il y a également de la déportation. Presque 2000 enfants ont été déportés en Russie. Et il y a également un problème au niveau des territoires qui sont occupés, et les enfants en fait reçoivent l'éducation russe, et donc on leur éduque. Ils ont une vision de l'Ukraine comme l'ennemi, évidemment, vu que c'est une éducation russe. Yes, and surely we will have. We see that we will have problems with teachers and professors, because most of them it's middle-aged ladies like me with children, so they're in exile now, and not all of them will come back maybe to their cities, because cities are destroyed. So for now, mostly in Ukraine, rested aged person who didn't aim to make some reform of education. Just before the war in 2018, in Ukraine started the reform of education to harmonize it with Bologna system. And this reform just began, but interrupted. It is on hold now. And it will be the question who will develop education in school after the war. C'est pas facile. Donc elle disait qu'il y avait aussi un manque de professeurs, vu que la majorité des profs étaient d'âge moyen, et ces personnes-là sont exilées, comme c'est le cas d'Olga. Donc voilà, on parle principalement des dégâts de la guerre sur l'éducation et sur l'humain en général, ce qui est extrêmement tragique, mais ça a également un énorme impact sur l'environnement. Donc on va vous diffuser un extrait d'un court-métrage qui n'est pas encore sorti, qui recherche toujours des financements, qui s'appelle Divina et qui a été réalisé par un réalisateur ukrainien. Bon, je vais citer le nom, mais ça va sûrement être mal prononcé. Dmitro Krishko. Voilà. Donc on va vous diffuser une partie de ce film qui montre vraiment l'impact qu'a la guerre sur l'environnement, et ce sur le long terme.
Est-ce que ça fonctionne? Je trouve que ce film est très poignant. Ça montre à quel point la guerre a un impact sur l'humain, mais également sur l'environnement et sur les animaux. Et ce, malheureusement, sur le long terme, par la pollution de l'eau, les tanks qui déversent de l'essence dans les eaux et qui a un impact direct sur la santé des Ukrainiens. Olga, comment est-ce que tu vois, c'est une question très large et très compliquée, mais comment est-ce que tu vois aujourd'hui la reconstruction de l'Ukraine et la reconstruction des écosystèmes qui sont impactés aujourd'hui? For today, when I were preparing to our discussion with this film, I didn't know that another horrible news happened just 2 days ago. It was 6th of June when big Ukrainian hydroelectrical power station was flew up by Russians. And now it's very important examples because it's 350 kilometers of Dnieper river bed is flooded. So it's a double distance between Deauville and Kiev, or Deauville and Paris. And approximately 80 villages and cities will be flooded and covered of the water. For now, 1,500 citizens are evacuated, but we are waiting for increasing of flood in next 5 days. So, in optimistic plans, about 40,000 hectares of ground will be will be impossible to use for agriculture for next years. And it's also about pollution because 150 liters of machine oil now in River Dnieper, and it could be 500 liters. So they are running to the Black Sea, and the region of Black Sea was also under the danger. It's important numbers to imagine everyday catastrophe, ecological catastrophe we are in process now. So how to program reconstruction or revitalizing of our territories, it's impossible to imagine now because we don't know all our losses. Je ne me rappelle pas exactement des chiffres qu'elle a cités, mais elle explique donc il y a 2 jours, il y a à nouveau eu un désastre écologique en Ukraine. Il y a le système électrique, un barrage qui a été hein? Ah non, parce qu'il écrit. Ah oui, t'inquiète pas, je lisais le truc. Donc il y a un barrage électrique qui a été touché et qui a du coup pollué les eaux aux alentours. Tu as également cité, je ne me rappelle pas, mais du nombre de kilomètres de terre en fait en Ukraine qui sont aujourd'hui extrêmement polluées et on ne peut plus cultiver dessus. Également énormément de litres d'eau qui ont été pollués. Et donc elle explique que c'est tellement des impacts énormes et ce quotidiennement qu'il est difficile d'imaginer une reconstruction aujourd'hui. Yes, and also we know that for now 30% of Ukraine is mined. So mining clearance is the first issue we will have next 10 years because it's like a 2 territory of Austria now is mined. 30% du territoire ukrainien est miné. Et on ne peut pas déminer aussi rapidement, donc ça va être aussi un enjeu d'éducation. Et c'est la question suivante. Abdou, on ne t'oublie pas.
ne t'inquiète pas, ce sera après à toi. Ça me pousse vers du coup ma question suivante, qui est comment utiliser l'éducation pour protéger en fait les jeunes et les citoyens à ce nouvel environnement qui est dangereux. Comment faire pour amener de nouvelles habitudes en fait et protéger les citoyens à travers l'éducation. Now we have a cartoon about Patron Dog. Dog Patron, it's the name of dog, Patron. He explains as children how to avoid the dangerous places which could be mined. It's a very attractive cartoon, and the small children have to look how to avoid this danger. As also we understand that in future education we have to include a question about mining safety, about psychological issues. So a lot of children is under the post-traumatic syndrome, so we will need special psychological programs in school. As also, we will discuss a lot about program for comprehension and for spaces for people who is invalid, who has invalids after the war. And it would be not about just inclusive spaces, but we will need inclusive spaces everywhere, because we have a lot of Ukrainian young people who injured as a result of the war. Donc elle explique qu'il y a une vidéo entre guillemets ludique qui a été créée pour expliquer aux jeunes comment éviter les endroits minés. Je ne me rappelle plus après. Ah oui, il y a également pas mal d'enfants qui sont touchés par des syndromes post-traumatiques. Et donc il y a également besoin, en plus d'une éducation pour la sécurité, d'avoir un suivi psychologique mis en place. Oui, désolée, je ne sais plus. Et les personnes handicapées qu'on va falloir réhabiliter dans le monde professionnel. Merci beaucoup, Olga. Abdou. Avant ça, on va diffuser la vidéo de Armelle Haroux, qui travaille pour l'UNESCO Green Citizen. Elle va nous expliquer ce que c'est. On peut lancer la vidéo. Bonjour, je suis Armelle Haroux, je suis à la communication de l'UNESCO en charge des partenariats et de l'outreach. Je voulais vous laisser un petit message pour vous dire que nous sommes vraiment fiers que le programme UNESCO Green Citizen soit présent sur les Deauville Green Awards cette année. J'étais ravi d'être là moi l'année dernière, mais cette année c'est assez juste que la parole soit donnée à ceux qui sont témoins ou qui bénéficient de ce qu'est Green Citizen. Donc cette année, vous aurez la chance d'accueillir et de rencontrer Arnaud Delorme, qui avec sa famille a fait un voyage assez fantastique à travers l'Afrique, avec ses 2 enfants, en allant de Green Citizen en Green Citizen, de projet en projet, en nous ramenant aussi des témoignages assez extraordinaires. Et puis vous aurez aussi la chance de rencontrer à distance Abdou Touré, qui dirige le projet Quartier Vert Challenge à Dakar, qui est un projet vraiment inspiré, que Abdou porte vraiment de main de maître et essaime un petit peu partout, dans des pays voisins aussi, des quartiers et des pays voisins. Il vous en dira plus, je vous laisse le découvrir. Je voulais simplement, avant de vous laisser, de leur laisser la parole, vous redire que Green Citizen a été créé, c'est une initiative UNESCO qui a été créée il y a maintenant 2 ans et demi, en partant du constat qu'on voyait partout sur le terrain des actions citoyennes qui avaient de plus en plus d'impact, qui étaient bien pensées, qui étaient innovantes, qui étaient duplicables, et on s'est dit que c'était important de les mettre en exergue et de créer une connexion, un pont avec le travail scientifique et les scientifiques qui travaillent pour l'UNESCO. Donc c'est comme ça qu'est né Green Citizen, et qui maintenant s'étend sur une nouvelle communauté, j'allais dire, qui s'étend aussi aux jeunes, puisqu'on se rend compte maintenant que Green Citizen compte plus de 150 projets que des jeunes ont envie d'embarquer. On a des étudiants qui contactent des Green Citizen, qui partent pour des années de césure, pour aussi aider à distance.
par rapport aux besoins de ces projets-là. Il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi à distance, et donc c'est une dimension nouvelle qui pointe sur le programme. Nous n'organisons pas ces volontariats-là directement, mais c'est des associations d'étudiants qui le font, et ça commence à se développer de façon intéressante, et ça nous permet, nous qui ne sommes pas une banque de développement, qui ne pouvons pas financièrement aider ces projets locaux, de leur donner de la visibilité et des moyens de se développer de différentes manières. Voilà. Et leur offrir une tribune dès qu'on le peut, c'est aussi le combat de notre petite équipe, et on est ravis du coup qu'Abdou puisse bénéficier aussi de la tribune qui est le Deauville Green Awards. Je vous souhaite une belle découverte, une belle rencontre, et je vous remercie beaucoup de les accueillir chaleureusement. Merci Armel. Ben, en vrai, allez voir UNESCO Green Citizen, je connaissais pas du tout. Il y a plein de projets cool à rejoindre, donc tapez sur Google, vous allez trouver plein de trucs chouettes. Abdou Touré, alors quand j'ai voulu prévoir sa présentation, il y avait littéralement 10 points de ce qu'il faisait dans la vie. Je trouve cette personne incroyable. Donc je vais laisser te présenter, tu vas choisir les moments de ta vie que tu préfères mettre en avant. Abdou, est-ce que tu peux te présenter? Merci Colline. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, moi je m'appelle Abdou Touré, je suis sénégalais dakarois. Je suis dans la vie professionnelle un mécanicien qui est devenu manager HSE, hygiène, sécurité et environnement. Dans ma vie active, je suis scout, consultant humanitaire au niveau du WOSON, Bureau mondial du scoutisme. Et ma passion aujourd'hui à Dakar pour l'environnement et les questions de changement climatique sont quelque chose qui rythme ma vie et qui me pousse aujourd'hui à m'engager, à engager ma communauté autour d'actions citoyennes pour améliorer notre cadre de vie. Voici en gros qui est Abdou. Comment est-ce que t'es venue cette envie de mobilisation? D'un point de vue général, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier que tu as vu ou... Oui, personnellement, je pense que j'ai été toujours, durant toute ma vie, j'ai été engagé sur les questions de changement climatique, environnement, dans la vie scout, en campant, dans la forêt, dans les bois, en voyageant un peu. Mais le déclic sur le projet qui m'a poussé à m'engager carrément sur Quartier Vert Challenge, c'est le Camp Climat Sénégal. Le Camp Climat Sénégal, c'est une initiative citoyenne au Sénégal qui embarque beaucoup d'organisations et d'universités, de grandes écoles qui nous permettent tous les 2 ans de se retrouver autour d'un grand camp, des activistes, des climatologues, des professeurs, des scientifiques. Mais c'est lors d'un retour à la maison que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire. On se retrouvait au camp climat, mais dans l'action terrain, je voyais qu'il y avait des choses à faire. J'avais fait un constat. Donc, avant de quitter le camp climat, le mot d'ordre, c'était de dire à tous les campeurs qui étaient là, c'était 13 nationalités différentes, des Anglais, des Français, des Algériens, des Chinois, il y avait énormément de monde. Mais avant de partir, et des Sénégalais, je disais aux gars, donc retournez chez vous, essayez d'observer votre environnement, essayez d'apporter quelque chose, de changer quelque chose sur le plan environnemental. Et moi, qui avais donné ce mot d'ordre, quand je suis arrivé chez moi aussi, j'ai fait le constat, j'ai essayé d'observer. J'avais vu que dans mon quartier, il y avait énormément de choses qui manquaient. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de propreté dans la ruelle. Il y avait énormément de déchets qui traînaient. Et je sais à un certain moment que c'était un cliché. C'était un cliché pour beaucoup de gens qui visitaient Dakar, qui quand on leur parlait de Dakar, ils avaient toujours ce mot ces quelques mots que Dakar était sale, que voilà, c'est une ville merveilleuse sur le plan climat, c'est chaleureux avec ses plages, ces choses, mais dans les ruelles de Dakar, c'était ça. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je commence quelque chose devant chez moi. C'est ainsi que j'ai commencé à balayer devant ma porte tous les dimanches matins, à balayer et un peu plus chez les voisins. Après, je me suis dit, après 3 mois, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas planter des arbres? Je plante des arbres devant chez moi. Et tout cela, quand je le faisais, je faisais un enregistrement automatique avec mon téléphone. Et je parvenais plus tard à monter et à partager cela sur les réseaux sociaux pour engager les gens à faire pareil dans leur quartier. Donc, après avoir balayé, planté des arbres, planté des fleurs, arrosé, faire le suivi. Et c'est petit à petit que la chose s'est développée. Moi, au début, bon, quand on partageait sur Twitter ou bien sur Facebook,
On voyait que c'était de petites likes ou bien de petits partages. C'était pas tellement costaud, mais j'étais vraiment tenace. J'ai insisté dans les choses, à partager, à en parler, à faire de l'agriculture urbaine aussi sur ma terrasse. Et petit à petit, les gens ont commencé à s'intéresser, mes voisins aussi autour de moi, en me demandant pratiquement chaque jour, Abdou, bon, pourquoi tu ne s'appelles pas le matin, on peut faire ensemble. Je dis, bon, ma vision des choses, ce n'est plus de se regrouper pour faire des choses, mais que chacun soit conscient de l'importance de vivre dans un environnement sain, dans un cadre de vie propice à l'épanouissement humain, à voir nos enfants, nos neveux, toutes les personnes du quartier puissent déambuler tranquillement dans le quartier sans souci, sans avoir à s'inquiéter de la saleté ou autre chose. Donc c'est comme ça que c'est venu et c'est parti pour une aventure merveilleuse. Tu es l'initiateur du Quartier Vert Challenge, qui est un projet d'éducation environnementale qui a pour but d'encourager les Sénégalais à prendre soin de leur environnement et à développer des projets d'agriculture urbaine. On va lancer la petite bande-annonce, teaser de ce projet que tu as lancé. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par ce qui m'entoure. La nature, l'environnement, la verdure. J'ai découvert ma passion pour l'environnement dès mon jeune âge. En tant que jeune scout, j'ai découvert la vie en nature, à travers le camping et l'importance de protéger l'environnement. En 2019, j'étais le coordonnateur du camp climat Sénégal. Donc j'avais lancé un défi à tous les participants en leur disant de retour chez vous, observer votre environnement et essayer d'y apporter des changements. C'est une vision de désolation que j'avais vue. Dans ma ruelle, il y avait des canettes, il y avait des tasses, il y avait beaucoup d'ordures dans la rue et dépourvu d'arbres, de fleurs, il n'y avait rien. Et il fallait que je commence par là, en commençant à balayer chez moi. Chaque dimanche, en évitant d'inviter des personnes à me rejoindre. Pour moi, c'était la touche particulière pour dire aux voisins, si chacun s'occupe bien de son espace, nous n'aurons plus besoin de cette settle, c'est-à-dire les clean-up à grande envergure organisés ou pratiqués au Sénégal. C'est ainsi que j'ai aussi décidé de partager mes actions sur les réseaux sociaux pour sensibiliser davantage de personnes avec un hashtag Quartier Vert Challenge. Le Quartier Vert Challenge s'est rapidement déployé au Sénégal et dans quelques pays d'Afrique, je pense 16 pays d'Afrique aujourd'hui. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de communautés qui s'engagent à faire du Quartier Vert Challenge chez eux. Depuis, nous avons réalisé de nombreuses activités, telles que des plantations d'arbres, des activités de collecte de déchets, la sensibilisation dans les écoles, des émissions télévisées, réaliser plusieurs vidéos. Voici quelques chiffres qui témoignent peut-être de notre contribution. Nous avons reçu 395 visites sur ma terrasse, là où je fais du micro-jardinage, où je tourne des émissions. Nous avons planté et offert un total de 1300 arbres en 2019, 850 arbres en 2020, 350 arbres en 2021, 1400 arbres en 2022. Nous avons accompagné 25 associations, organisé et animé 5 conférences inspirantes. Nous avons également établi des partenariats avec 4 entreprises. Nous avons accompagné 15 écoles et le mouvement s'étend dans 16 pays d'Afrique. Nous sommes fiers de nos 176 ambassadeurs aujourd'hui. Sur ma terrasse, chaque samedi, des personnes viennent se former au micro-jardinage. Nous continuons et nous continuerons d'utiliser les réseaux sociaux pour encore essayer de toucher plus de monde. Merci à tous les ambassadeurs et aux hommes de l'ombre. Ce dièse fait notre identité. Merci beaucoup.
Est-ce que Abdou va réapparaître? Bravo Abdou, tu viens de te faire applaudir, ton projet est incroyable. J'avais une petite question de curiosité. Comment ont réagi les gens? Comment les personnes de chez toi ont accueilli le projet? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient réticentes ou ça a pris directement? Oui, au début, je pense que c'était difficile parce que les gens ne comprenaient pas. Voilà, ils pensaient que l'ancien modèle devait être toujours là, être toujours ensemble à le faire de manière temporaire, chaque mois ou chaque 2 mois. Et heureusement que j'ai des amis, des collaborateurs qui sont avec moi, avec qui j'ai travaillé dans le camp climat, des gens comme Mariam Diallo, Abou Bakri, qui sont du camp climat Sénégal. C'est eux, ces gens-là, qui m'ont conseillé, qui m'ont entouré et qui m'ont dit, Abdou, il va falloir créer quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la Green Factory, une structure qui va te supporter, qui va accompagner le Quartier Vert Challenge, porter sa communication. Et c'est dans cette vidéo, c'est eux que j'appelle les hommes de l'ombre. C'est eux qui sont derrière, qui sont des geeks, qui sont des penseurs, des gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui mettent énormément d'énergie. Aujourd'hui, nous avons un dashboard qui nous permet de matérialiser, de capitaliser toutes les activités. Mais après, je pense qu'après, avec l'hashtag et les communautés qui me suivent sur les réseaux sociaux en partageant, d'abord, je remercie toutes ces personnes-là qui ont donné de la force à ce hashtag Quartier Vert Challenge, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, Instagram, LinkedIn. Après, bon, dans mon quartier, je pense que les gens ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, quand vous constatez la situation, quand je me réveille le matin pour aller au boulot, je vois que tout le monde est... Devant chaque maison, il y a quelqu'un qui arrose ou bien quelqu'un qui balaye. Nous n'avons pas besoin dans notre quartier d'avoir les services publics pour balayer. C'est quelque chose qui est dans nos habitudes. Ma ruelle est très connue, mon quartier est très connu maintenant sur les réseaux sociaux. Nous avons eu à collaborer même avec Meta, ça je l'avais oublié, Meta Facebook. Avec d'autres organisations. Après, ça prend petit à petit. Je pense que dans le déclencheur qui a fait aussi qu'on a pu travailler avec d'autres pays de l'Afrique, c'est à cause des réseaux sociaux aussi. Parce que je pense que la première personne qui m'a contacté, il est ivoirien, Arnold. Il m'a écrit un jour sur Facebook pour me dire grand frère, est-ce que je peux faire partie de Quartier Vert Challenge? J'aurais aimé faire quelque chose pareil à Abidjan. Et depuis ce jour, la communauté Quartier Vert Challenge Africa s'est créée. Et voilà, pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois, nous avons de nouveaux adhérents. Notre dernier pays, c'est Cameroun, Yaoundé, qui a fait son lancement la semaine, il y a de cela 1 mois. Aujourd'hui, à Dakar, il y a énormément de quartiers qui commencent à le faire. Je reçois beaucoup de chefs de quartier, des délégués de quartier qui demandent conseil, qui demandent qu'on travaille ensemble, qu'on mette la main ensemble pour créer une chaîne de solidarité. Mais encore, ce qui est très important sont les écoles. Aujourd'hui, Quartier Vert Challenge est présent dans énormément d'écoles. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir faire de notre demande parce que je pense que c'est un besoin aujourd'hui pour l'éducation environnementale que ce genre d'initiative soit présente dans les écoles pour faire sa contribution. Parce que ces jeunes qui sont dans ces écoles, et je pense que ça va rejoindre tout à l'heure notre discussion sur la génération Z ou la génération Y, des jeunes ont besoin d'être accompagnés pour comprendre l'essence de la protection de l'environnement, combien il est important de gérer la biodiversité, nos écosystèmes, pour pouvoir vivre dans des environnements vraiment clean, sains, qui nous permettent de garder la bonne humeur, mais aussi la bonne santé. Merci beaucoup. Merci, c'est super de conclure sur cette initiative qui donne beaucoup d'espoir. Et comme Abdou l'a précisé, on a besoin en fait d'être accompagné. Et ça peut se faire grâce à des subsides de la Commission européenne, grâce à des agences comme MIOP, grâce à des films qui sont faits, des travaux auprès de l'Institut. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vais laisser la parole aux personnes suivantes. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
t'en prie, tu peux venir t'installer. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, est-ce que mon micro fonctionne? Voilà, parfait, ça passe. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons dans les Deauville Green Awards pour cette 13e édition avec les Young Creative Awards, à savoir la remise des prix des jeunes créateurs à travers le monde qui ont réalisé des œuvres, des documentaires, des films, des courts, des moyens métrages, parfois même des longs, avec énormément de candidats cette année. Et j'ai l'honneur de présenter les membres de ce jury. Alors, non, au milieu, ce n'est pas Martin Scorsese ni Paul Naref, pas du tout. C'est Adi Razi, qui est l'un des membres de la chaîne YouTube Amis des lobbies. Donc cet homme se rentre souvent dans la peau d'un lobbyiste pour tourner en dérision un petit peu les décisions qui ont lieu très très souvent et qui sont assez loufoques en termes de lobbying, que ce soit dans les énergies fossiles, dans la viande d'ailleurs. Adi, t'es sorti d'un procès récemment, est-ce que ton micro fonctionne? Alors, il va falloir que tu prennes le micro d'un de tes voisins, peut-être. Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Bah, je te le passe pas. C'est à moi de parler. Ah non, tu es un tricheur. Attends, je l'interview comme je fais dans les micro-trottoirs. Mais attends, non, tout à l'heure, tu étais intervieweur, là, maintenant, tu vas okay, me laisser pardon. Parce que déjà, le timing, il est super serré. Donc, Oui, tout à fait. Donc, on était en procès avec Interbev, le lobby de la viande. D'ailleurs, une vidéo dans laquelle a joué Axel Latuada. Il n'a pas eu de problème, lui. Non, lui, Non. il n'a pas eu de problème parce on a failli au départ. Il a failli, si son micro marche, il pourra peut-être nous l'expliquer, mais comme il marche pas, on n'aura pas son... Si, ça attends, marche. j'ai un avocat qui m'a appelé et tout, c'était flippant. Hein. Ah ouais, non, Ah ouais. un gendarme. Oui, enfin quelqu'un qui m'a appelé, quoi. Ça... Bon, voilà, il y a quelqu'un qui a appelé. C'était ma grand-mère. je précise, Axel, qu'il y a aussi une grosse chaîne YouTube, dont d'ailleurs tu es monté sur scène, qui était une référence. Attends, Vin, à j'ai tout à pas l'heure. fini. Non, mais attends. On a 3 minutes, hein. T'as remarqué qu'on est dans le mode speed, hein. C'est vrai que ça passe vite, ouais. Voilà. En tout cas, on a gagné le procès, voilà, pour tout vous dire. C'est ça. Ils nous ont attaqué pour diffamation et on a gagné le procès, donc il n'y a pas de diffamation. Il y a pas. Mais c'est pour dire à quel point des youtubeurs qui font sur les réseaux et qui travaillent justement pour essayer de sensibiliser, avec de l'humour, du second degré, mais avec une base scientifique, peuvent se retrouver en justice. C'est pas encore arrivé chez toi, non? Tout s'est bien passé? Non, parce qu'on fait en sorte que... Parce qu'en fait, ils ont attaqué sur des points très spécifiques. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'était 2-3 petits éléments. Donc ça veut dire que tout le reste était vrai. Je trouve que c'était contre-productif pour Non, mais pour même les petits éléments étaient justes. C'est juste que nous, on est une chaîne de parodie, donc on pousse un peu le trait, on accentue la caricature, donc forcément, on sort un petit peu de la vérité, mais le fond est complètement vrai. C'est le but d'une chaîne humoristique, c'est qu'on fait de la caricature. Après, le truc, s'ils nous ont attaqués, c'est surtout parce que ça ressemblait énormément à leur vrai nom. Alors nous, on a dit Interweb, mais eux, ils s'appellent Interbev. Et quand ça ressemble énormément comme ça, ils peuvent attaquer pour diffamation. Interbev, il faut savoir qu'ils ont 30 procès en cours. Dès que quelqu'un dit quelque chose sur eux, ils l'attaquent. Voilà. Nutella fait la même chose. Mais en tout cas, on a gagné le procès. Il n'y a pas de diffamation. Ils n'ont même pas... Ils n'ont même pas cherché à reporter plainte derrière, donc tout va bien. Dans la crème de la crème, vous avez aussi Rosé, qui est fondateur d'ailleurs d'un média partenaire qui s'appelle Umeco, il est également journaliste sur Blast. Et quand je le vois, parfois, c'est avec un casque dans les rues de Paris. Parce que cet homme va au danger, il monte sur le front. Et ton travail, c'est beaucoup la vidéo. Tu montres beaucoup ce qui se passe, que ce soit les manifestations. Je ne sais pas si toi, tu faisais partie des personnes qui étaient présentes à l'Assemblée Générale de Total, où là aussi, il y a des gens qui ont été gazés. Et en tant que Belge, puisque je suis originaire de Belgique, je regarde tout ça de loin et je te remercie beaucoup, José, de montrer l'envers du décor. Vous êtes des spécialistes de la vidéo, c'est votre domaine, c'est votre monde. Et justement, vous avez tous été jury pour les Young Creative Awards. Vous n'avez pas pu tout regarder, c'était impossible de tout regarder, parce qu'on a eu plus d'une centaine de propositions de documentaires. On les a répartis les uns avec les autres. Et justement, je sais que chacun a eu des coups de cœur. Toi, Rosé, ou alors peut-être toi, Axel. Axel. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Adi, on a eu nous deux un coup de cœur, on était dans le même groupe, un court-métrage de fiction qui vient du Kenya, c'est ça, hein? Énorme, énorme. Génial, juste le niveau de la voix, ça, on a compris que c'était non, immense. vraiment un petit bijou en plan séquence. C'est automédique. Exactement. Vous teniez à faire un clin d'œil à ça. Ah ouais, vraiment, parce que c'est là où il y a ça fait plaisir de voir de la créativité avec très peu de moyens, beaucoup de... Tout à fait, il y a beaucoup de récup, donc
ça reprend vraiment les grands thèmes de l'urgence et de la crise écologique. Ça place ça dans le contexte du Covid. La réalisation est superbe. C'est un plan séquence. C'est bien joué, il y a de la bien maîtrise réalisé. cinématographique. Il y a un vrai langage. Langage. En plus, moi, c'est de la fiction. Moi, je viens de la fiction, donc c'était un petit coup de cœur par rapport à ça. Parce qu'il y avait beaucoup de documentaires dans ce qu'on a vu. Moi, je suis forcément un petit peu moins sensible. Donc là, d'avoir un format court de fiction avec de la technique maîtrisée et qui veut dire quelque chose qui a du sens, c'était vraiment agréable. Avec Axel, on n'a pas compris. On s'est dit, mais comment ça se fait qu'il n'a pas gagné? Parce que nous, normalement, notre avis, c'est le meilleur. On sait pas. Alors si, on sait. On connaît les 4 finalistes. Ah, d'accord. Je sais même pas si on va présenter les 4 essais dans quelques instants. On a prévu de s'enchaîner aux chaînes. Il y a eu une centaine de demandes et donc c'était assez complexe d'ailleurs de devoir répartir en groupe parce que sinon, chacun on en avait pour plus de 30 à 40 heures de visionnage et on sait que vous êtes des personnes très très occupées. José, toi, tu as eu un petit coup de cœur dans ce jury, dans tout ce qui a pu... Parce que moi, lui et moi, on était dans le même groupe, parce que je faisais aussi partie de ce jury, et on mettait pas du tout les mêmes notes, hein. Surtout en ce qui concernait les tournages éco-responsables. C'est difficile de définir à un moment donné quelque chose qui est éco-responsable ou qui n'est pas éco-responsable. Alors c'est sûr que si on voit que la personne a fait le tour du monde, on se dit ok, bon là, sa vidéo, il y a eu beaucoup de carbone derrière. Mais à partir du moment où on voit des œuvres d'étudiants, de jeunes, mais c'est toujours souvent avec les moyens du bord. Et alors devoir définir une note d'éco-responsabilité, c'est complexe, surtout qu'on a eu ça de tous les pays. On a regardé visionner des choses qui venaient d'Ouzbékistan, de Belgique, d'Espagne, de France aussi, du Kenya comme ça a été cité. Et à chaque fois, ça dépend vraiment du contexte. Toi, c'est sur quoi que tu évaluais ce critère ? Parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Hein. Moi, je me dis, le mec, il trouve que c'est super éco-responsable. Alors, je trouvais pas personnellement, j'ai pas des exemples là concrets duquel, mais comment tu fais ça ? Alors déjà, je suis très attiré. Bon, déjà, petite anecdote, c'est que je rentrais de manif à minuit, 2h du mat, et je me enchaînais en fait tout ça, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas bien voté. Non, c'est pas vrai. J'ai tout regardé. Et par contre, je suis beaucoup plus attiré par l'animation. Et c'est là où j'ai beaucoup voté en fait, et j'ai mis un prix. Et notamment, il y en a une qui vient d'Espagne. Alors, c'est pas parce que je suis espagnol, je vous le promets. Rosé. Peut-être un peu. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, je m'appelle José. Mais moi, j'adore en fait l'animation. Et moi, ça m'a. En fait, déjà, il y a énormément de travail. Parce que dessiner et le rendre en vidéo, c'est énorme. C'est un travail qui est très très fort. Donc, déjà, moi aussi, je juge par rapport au travail qui a été fait. Oh, je suis comme ça. Je travaille tellement que je me dis, la méritocratie, quoi. Mais super, la méritocratie. De ouf, c'est horrible. non, mais notamment, il y en a un, c'est, je crois, des Espagnols qui l'ont fait. Et en fait, on parle de l'extinction, j'arrive pas à parler. Et je trouve ça fort parce que le premier, pour moi, contributeur au réchauffement climatique, c'est l'homme, en fait. Et l'extinction prouve que, du coup, l'humain est, même si on le sait, ça démontre une image de que l'humain est fautif de ce qui arrive en fait. Tu parles du film dans lequel c'était des croquis d'enfants. Non, mais je pose la question. Avec tous les animaux qui marchent et qui s'éteignent au fur et à mesure. Non, mais je te pose. Oui. Mais justement, t'avais mis une super bonne note d'éco-responsable parce qu'effectivement, ça demandait pas grand-chose. J'ai même parlé en espagnol dessus. J'ai dit bravo et tout, ouais. Il s'est vraiment chauffé. Ça, partout où il va, on doit comprendre qu'il est espagnol, le gars. Ça fait plaisir. Les amis, moi, je propose qu'on diffuse les 4 finalistes, dont les personnes qui sont online et certainement d'ailleurs même les finalistes. Et après, on va vous annoncer le grand ou la grande gagnante. Dans les finalistes, les 4 extraits, nous avons La Bride de Nicolas Piret. Il y a également Pepe Drillo de Victor Cartas. Il y a également Entangled de Kaja Grujic et Statement de Nia Maran. Je propose qu'on diffuse des extraits. We came into this world with eyes attuned to detail. A plant, a rock, a pile of dirt. We hold these things like the universe in the palm of our hand, or rather we cling to them, desperately trying to wield their power. Like Alice, we fall deeper and deeper down the rabbit hole. Some say we get caught up in the minutiae of life, that we fail to see the wood from the trees. Il y a sans doute un petit bug puisque les 4 vont être diffusés d'affilée. C'était le premier Entangled de Kaja Grujic. Je crois pas qu'on n'a pas vu. Camille Etienne, non ? Petite inspiration Camille Etienne. On l'a pas vu au complet, je pense. Hein. D'ailleurs,
Alors, est-ce que vous avez les autres extraits par hasard à la régie? Surtout qu'on a une pression du temps en plus. Hein, donc, je pense qu'on l'a déjà dépassé en vrai. C'est vrai déjà? Ça fait aussi longtemps? J'en profite quand même pour me présenter parce que je suis tellement dans le jus, dans la vitesse, que je me suis même pas présenté. Je m'appelle Vince et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Limite où on parle des limites planétaires. On vulgarise toutes ces données scientifiques, on essaie de les rendre accessibles, drôles, cool aussi, avec pas mal de personnes sur cette chaîne. Pour citer quelques grands noms qui sont venus, Jean-Marc Jancovici 2 fois, Arthur Keller, Philippe Biwix, Valérie Masson-Delmotte aussi. Quand on est dépassé la 7e, là, ça te fait un truc ou pas? Non, ça a frangin, là, c'est bon. On va gravir le Mont Blanc ensemble, c'est très sympa. Je crois pas que j'ai le niveau, hein, mais... Ça remarche? Ouais. On continue à des extraits. Ah bah attends, on a les 4 finalistes. Donc Tu peux finir de te présenter, Vin? Non, c'est bon. C'est fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est pas sur moi, c'est sur nos finalistes. Okay. Donc on a pu voir des danseuses, quoi. Voilà. Ça, c'est mon intervention. Ok, non, ouais. C'était ça le jeu de mots que vous faisiez avec tiens, il faudrait qu'on appelle Camille Etienne parce qu'elle insère beaucoup de danse dans ces trucs. Voilà, et bah, comme elle fait souvent des textes poétiques dessus, on s'est dit peut-être en attendant le problème technique. On a recommencé. Statement. Bravo pour ça. Suivi de la bride. Me llamo José Eliazar Martínez Rodríguez. Todo el mundo me conoce por Pepe o Pepe Brillo. Y pues, esta es la otra familia que tengo. Podría ser un proyecto sustentable a futuro. Está bien flaquitos. Son animales, al final de cuentas. Los que no entendemos somos nosotros. Je crois qu'on a encore un problème technique. Il y a pause sur l'image. Est-ce que Camille Etienne est dans la... On a tellement un potentiel d'humour ici autour de cette table, c'est dommage qu'on soit pressé par le temps, les amis. Ah non, on avait préparé des trucs hilarants, mais on les fera pas, c'est dommage. Non, moi je suis chaud pour faire un sitting. Non, mais ce sera pour demain. On reste là. Pour demain, non, parce qu'il y a un film sur Yann Arthus Bertrand qui va être diffusé. On avait préparé un one-man show avec Axel. Enfin, two-man show. Un two-man show, du coup, voilà, c'est ça. Pas, quoi, non, bah demain on sera encore là pour s'incruster. C'est très drôle. C'est Roger et David d'ailleurs. Hein, tu sais, j'ai regardé ça avec mon fils et il trouvait ça tellement mignon qu'il m'a dit papa, est-ce qu'on peut avoir un crocodile? Moi je dis mais mon fils, non, il va grandir très vite. Et à un moment donné tu vas être étonné, mais il pourrait te manger, tu vois. Et il dit ah mais ça va, on peut faire comme avec un chat. Je fais non, le cerveau c'est pas la même chose. Mais c'est trop drôle parce qu'effectivement quand c'est petit c'est tout mimi. Et puis une litière de crocodile, c'est chelou, on n'a jamais vu. T'as dit quoi? Une litière de crocodile, on sait pas à quoi ça ressemble. Ah non, on sait pas à quoi ça ressemble. Mais après par contre on peut parler des sacs Hermès et là ça devient beaucoup moins drôle. Il faut toujours que j'arrive avec mon petit côté un petit peu pinçant. Hein. Voilà, les t-shirts à 70 000 € faits à base de crocodile. T-shirt. Je fais une salutation à Hermès. Je suis chaud de l'acheter. Hein. C'est pour mon anniversaire. Ouais. On dirait un gilet pare-balles, hein, ça ressemble à rien. Gilet pare-balles. Pour mes manifs, frère. Bien vu, effectivement. Pour nos 4 finalistes, je vais vous annoncer le ou les gagnants. Et le gagnant d'aujourd'hui, alors je fais genre que je ne sais pas, mais... T'as pas d'enveloppe, ça se voit. Non, alors là, ça va, heureusement... On peut faire un gros suspense, Vince, comme dans les émissions de télé. Je te laisse faire. Non, toi tu le fais mieux. Alors, Axel nous fait un paix foireux. Il fait le son et tu... Mon Dieu, les gars, c'est un nanar, ça, pour un suspense, tu incroyable. Du temps et tu regardes le public comme ça, sans rien dire pendant 10 minutes, et ensuite t'annonces. Le gagnant des Young Creative Awards, si j'avais 2 minutes, je te jure, je les prendrais. Et le film... réalisé par Nicolas Piret, La Bride. Et vous pouvez applaudir. Bravo. Et d'ailleurs,
On va le remettre ou on va le diffuser pour les personnes qui l'ont pas vu, qui sont ici dans la salle, ou même les personnes qui nous regardent online ou en différé. La bride ou alors de Dog's Leash, donc la laisse du chien, que vous allez voir au complet, qui est très très fort parce qu'en fait on se rend compte qu'il suffit de papier et de crayon et qu'on est capable de transmettre énormément d'émotions avec pas grand chose, et au final ça crée quelque chose qui atteint des niveaux assez impressionnants. J'ai reçu un message, on a reçu un texte de Nicolas Piret dans le cadre où il gagnait, et c'est quand même l'occasion, justement, j'espère qu'il a eu une bonne surprise. D'ailleurs, c'est un compatriote belge, figure-toi, parce que j'ai vu que c'était soutenu comme par hasard. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vu qu'il a travaillé, il a étudié à la Cambre, si je me trompe pas, et la Cambre c'est très connu en Belgique dans les arts cinématographiques, et j'ai vu en même temps le logo de certaines régions belges, je me suis dit tiens, il vient de chez moi. Et c'est mon cousin. Ah ouais, super. Pas du tout. Et Colline, elle était là pour les 2 premières tables rondes, comme par hasard. Je me permets de vous lire le texte de Nicolas Piret, qui est donc le gagnant avec La Bride des Young Creative Awards. À travers mon court métrage d'animation de fin d'études, La Bride, je tenais à faire vivre un instant, une journée en pleine campagne, comme un dernier regard vers ces grands espaces verts. Par la balade solitaire d'un chien, j'illustre la réaction qu'ont les animaux face aux traces et aux constructions de l'homme qui envahissent la nature et leurs habitats sans qu'ils ne puissent réagir. Le public du cinéma d'animation s'est énormément élargi ces dernières années. L'animation, désormais moins limitée qu'au divertissement, est devenue un excellent outil pour aborder des sujets de réflexion autour de thématiques sociales importantes. Étant très impacté par notre rapport néfaste à la faune animale, j'ai tenu à utiliser ce médium afin de sensibiliser un autre public et dresser le portrait d'un monde animal que nous oublions souvent et qui pourtant, lui, nous remarque. Un grand merci au Festival des Deauville Green Awards d'avoir sélectionné mon court-métrage. C'est en utilisant chacun de nos propres moyens d'expression que nous ferons bouger les choses. Bravo à toi, Nicolas. Bravo à ceux qui t'ont aidé dans ce processus. Je vous remercie, les gars. Ce fut court, bref et intense. Merci à toi. Incroyable. Tu nous dégages, là. Je me dégage aussi, parce que le timing fait que la réalité nous amène à la suite du programme. Merci tout le monde. Merci, ciao. Merci. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur Limite, ça fait plaisir. Et likez et partagez. Ciao, ciao.